Samedi 18 avril 2026, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Viva Info. Dans les actualités de ce soir, ouvrons ce journal par la page d'hiver. Une dispute conjugale est à l'origine de l'incendie survenu dans la nuit à Manakambaï. Selon les informations, le couple était locataire. Le père de famille en état d'ivresse ce soir-là aurait cherché querelle et tenté d'agresser physiquement son épouse. Cette dernière, avec leurs jeunes enfants, s'est réfugiée chez le propriétaire. Pris de colère, l'homme aurait alors mis le feu à la maison en utilisant un matelas et environ 10 litres de tokagas, alcool artisanal malagasy, d'après l'enquête. 4 personnes ont été blessées à la suite de cet incendie et environ 12 ménages sont victimes. Reportage signé Anienne Martina et Yves Janel. C'est vers 23h hier soir que la vidéo montrant un incendie ravageant une maison à Manakambaï a commencé à circuler. Les riverains ont alerté les secours. Ce matin, nous sommes rendus sur place. La maison est totalement détruite. Selon ce témoignage, ce sont des disputes répétées entre un couple de locataires qui ont conduit à ce drame. D'après le propriétaire, les conflits étaient fréquents et les époux vivaient séparés depuis un certain temps. L'épouse est revenue avec leur bébé jeudi dernier. Dans la nuit, une nouvelle dispute a éclaté. Le père de famille en état d'ivresse ce soir-là aurait cherché querelle et tenté d'agresser physiquement son épouse. Cette dernière, avec leur jeune enfant, s'est réfugiée chez le propriétaire. Pris de colère, l'homme aurait alors mis le feu à la maison en utilisant un matelas et environ 10 litres de tokagas, un alcool artisanal malagasy. Le feu, rapidement incontrôlable, s'est propagé aux autres habitations du même immeuble. En effet, environ 12 familles vivent dans cette grande maison, y compris le propriétaire. Ce dernier affirme avoir tout perdu dans l'incendie. 4 personnes ont été blessées, dont l'épouse du suspect. Le propriétaire a également été touché par des projections de braise. Pour le propriétaire, cet événement constitue un véritable cauchemar. La maison détruite le venait de ses parents. La mère de famille a confirmé avoir porté plainte, affirmant que l'incendie était intentionnel. Il appelle les autorités à examiner de près cette affaire. Selon des sources, le père de famille a été placé en garde à vue par la police après avoir failli être victime de justice populaire dans la nuit. Dans la suite des actualités de ce soir, cessez immédiatement les actes de répression contre les manifestants de la Gen Z et protéger le droit de contester. C'est la déclaration publiée par Amnesty International face à la situation actuelle dans le pays. Pour faire taire la Gen Z, la société civile et les personnes ayant des liens avec l'ancien régime, les autorités les accusent de complot criminel selon Amnesty International. Cette déclaration a également souligné que les forces militaires ont pris le pouvoir par la force à Madagascar à la suite des manifestations des jeunes qui réclamaient des droits fondamentaux en octobre 2025. Des réformes avaient été promises, mais la répression s'intensifie, indique encore Amnesty International. Un reportage de Anienne Martina et Zara Jensu. C'est hier qu'Amnesty International pour l'Afrique de l'Est et Australe a publié cette déclaration face aux actes de répression qui s'abattent actuellement sur les jeunes de la génération Z et la société civile, perpétrés par des dirigeants actuels ayant pris le pouvoir par un coup d'État. Une déclaration qui exige l'arrêt de la répression contre la Gen Z, la société civile et les personnes ayant eu des liens avec les anciens dirigeants. Pour faire taire la génération Z et la société civile qui manifestent, les autorités les accusent de complot criminel et affirment qu'ils représentent une menace pour la sécurité nationale et qu'ils ébranlent la stabilité de l'État. Personne ne devrait être arrêté illégalement, emprisonné ou forcé à disparaître tout simplement parce qu'il dénonce publiquement les problèmes qui surviennent dans son pays, a déclaré Amnesty International dans sa déclaration. Par ailleurs, cette déclaration a aussi souligné que ce qui se passe actuellement constitue une violation du droit à la liberté d'expression, du droit de créer des associations et du droit de se réunir pacifiquement. Amnesty International estime que leur objectif est d'instaurer un climat de terreur et également d'échapper à leurs responsabilités en matière de respect des politiques publiques, de sauvegarde des réunions et de gestion des ressources nationales. En outre, elle a clairement insisté sur le fait que les dirigeants à Madagascar doivent immédiatement mettre fin aux arrestations illégales, doivent révéler où ils ont caché les personnes forcées à disparaître et doivent libérer sans condition les personnes emprisonnées pour avoir exercé leurs droits. Enfin, Amnesty International a aussi clairement souligné dans sa déclaration que les autorités militaires ont pris le pouvoir par la force en octobre 2025 à la suite des manifestations de contestation menées par les jeunes en 2025 lorsqu'ils demandaient l'amélioration des services, notamment les services d'électricité et d'eau,
ainsi qu'un État plus inclusif et plus efficace. Les nouveaux dirigeants avaient promis des réformes, mais ils ont au contraire renforcé la répression en se cachant derrière l'affirmation d'une tolérance zéro dans la lutte contre la corruption, mais ils l'utilisent pour monter des accusations injustes en prétendant que les manifestations de la Gen Z, des membres de la société civile et de ceux qui faisaient partie de l'ancien régime constituent une menace pour la sécurité nationale et ébranlent la stabilité de l'État. Et puisqu'on parle de la Gen Z, l'association des jeunes Gen Z, justement, a renforcé aujourd'hui son appel à la libération de leurs camarades arrêtés lors de la manifestation qu'ils ont organisée à Mbuzatou. Cependant, d'un autre côté, d'autres groupes de personnes étaient également présents pour les soutenir, mais selon eux, ces derniers ne partagent pas les mêmes idéologies. De ce fait, la marche pacifique qu'ils prévoyaient de mener jusqu'à la place du 13 mai n'a pas pu avoir lieu aujourd'hui. Il est également à rappeler que 4 membres de l'association Gen Z sont toujours détenus au BC à Nous, tandis que le lieu de détention des autres membres arrêtés mercredi dernier reste encore inconnu. L'avocat des jeunes arrêtés a aussi réagi sur son compte Facebook, affirmant que les procédures d'arrestation et de détention ne respectent pas entièrement la loi. De plus, le lieu où ils sont détenus, les motifs de leur arrestation ainsi que les informations exactes les concernant restent encore inconnus alors qu'ils sont retenus depuis plusieurs jours. Toujours dans cette page politique, les dirigeants à Touliar semblent se réjouir tandis que les populations sinistrées à travers l'île restent en difficulté. Les Malagasy qui vivent dans le sud continuent de souffrir de la sécheresse, le coût de la vie commence à augmenter et les revendications ici et là sont étoffées. La session extraordinaire convoquée par les députés semble encore une fois suspendue. Dès lors, quelle est réellement la priorité du régime? Réponse dans cet éditorial de Jean-Claude Angemalal. Le régime de la refondation a convoqué une session extraordinaire des députés en raison de l'urgence liée à l'adoption de lois et à la présentation de son programme général. Malheureusement, cette réunion a été suspendue, du moins dans la forme, étant donné que les députés ont déserté l'Assemblée nationale pour rejoindre le festival Tsapik à Touliar. Les discours flatteurs et empreints de complaisance se sont succédés, tandis que les responsables présents à cette cérémonie dansent et font la fête. Pourtant, il convient de rappeler que le régime de Andradzwil n'est à l'origine de la reconnaissance du rythme Tsapik comme patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce qui surprend, c'est que de nombreux problèmes restent non résolus dans le pays, mais semblent ignorés. Parmi eux, les difficultés sociales des sinistrés victimes des cyclones et de la sécheresse, les incendies de villages comme à Mahanour. Les agriculteurs continuent également de protester contre la chute des prix du riz et de la vanille sans être entendus. La sécurité gagne du terrain dans plusieurs régions. Les sinistrés à Touamas ont toujours besoin d'une aide d'urgence, comme toutes les populations touchées par la famine dans le sud du pays. Pourtant, 50 millions d'ariars ont été distribués aux Fukuntans de Touliar par le PRRM, sans que cette aide ne soit dirigée vers les populations les plus vulnérables qui en ont un besoin urgent pour se relever. Il ne s'agit pas de dire que les Fukuntans de Touliar ne devraient pas bénéficier de cette aide, mais celle-ci aurait dû être accompagnée d'un soutien simultané aux populations les plus démunies. Au regard de la situation nationale, les dirigeants ont appelé la population à se serrer la ceinture et à adopter une politique d'austérité. Pourtant, les images venant de Touliar montrent le contraire, fêtes et célébrations réunissant artistes, élus, responsables nommés et invités de marque, avec des dépenses dont le montant reste inconnu. Est-ce vraiment cela, le changement promis ? Dans un tout autre sujet, page économique, pour poursuivre ce journal, le trempe-l'œil est un type de pâtisserie très en vogue actuellement. De nombreux pâtissiers s'y consacrent à Madagascar. Parmi eux figure Ringe, une entrepreneure en pleine ascension spécialisée dans la production et la vente de douceurs sucrées en street food à Mbonjun. Elle propose notamment des créations en trempe-l'œil représentant divers sortes de fruits. Les coulisses du trempe-l'œil ainsi que l'activité dans le domaine de la pâtisserie sont à découvrir dans ce reportage réalisé par Anienne Martina Inzaranjianso. Sur l'escalier d'Ambonj, rares sont ceux qui ne connaissent pas cet endroit. C'est ici que se trouve ce stand de street food,
Il se distingue par la diversité des pâtisseries proposées aux formes très variées. Au début, Ringe a vendu principalement des tartes selon ses explications. Mais les produits ont évolué avec le temps et les tendances. Parmi les pâtisseries les plus en vogue actuellement figure le trempe-l'œil que l'on retrouve dans son stand. Jusqu'à présent, elle réalise surtout des trempe-l'œil en forme de fruits tels que des pommes, des poires, des kakis et bien d'autres encore, des produits que l'on trouve habituellement sur les marchés. Concernant les prix, Ringe explique qu'ils sont adaptés au pouvoir d'achat des clients tout en restant cohérents avec le coût des ingrédients utilisés. De nombreux clients viennent déguster ces pâtisseries originales et presque tous prennent des photos séduits par l'apparence soignée et réaliste de ces douceurs. Bien que le commerce numérique se développe à Madagascar, Ringe reconnaît qu'elle n'y est pas encore pleinement engagée, mais qu'elle y entre progressivement. Elle souligne également l'importance de la chaîne du froid pour ses produits, en particulier pour le trempe-l'œil. Cela nécessite même une formation spécifique pour les livreurs de la distribution. En plus du stand situé à Totobat-Nambunj, de nombreux autres acteurs se lancent également dans la production et la vente de trempe-l'œil via les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. Le manque de financement et d'équipement constitue un obstacle majeur au développement des activités des entrepreneurs à Madagascar. En conséquence, de nombreux opérateurs économiques malgaches, en particulier les petites et moyennes entreprises, voient leurs projets ralentir. Pourtant, il existe aujourd'hui plusieurs opportunités dont les entrepreneurs peuvent tirer parti pour développer leur activité. C'est un reportage de Anyan Martina et Zaranjans. Les difficultés financières restent le principal frein empêchant un entrepreneur de développer pleinement son activité. Selon les explications, ce problème a des répercussions directes sur la production, notamment en raison du faible pouvoir d'achat qui limite la capacité des entreprises à acquérir les équipements nécessaires à leur fonctionnement. Cependant, diverses solutions sont désormais accessibles aux entrepreneurs à Madagascar. Parmi elles figure le Crédit Bell, un dispositif permettant aux petites et moyennes entreprises d'obtenir des équipements de production et de soutenir le développement de leur activité grâce à un financement remboursable. Ainsi, ce mécanisme devrait contribuer à la croissance économique nationale à travers le renforcement de la production, toujours selon les explications. Dans le reste de l'actualité économique, la 12e édition de l'ITM, ou International Tourism Fair Madagascar, se tiendra du 11 au 14 juin 2026 au CCI-VAT. Parallèlement, la 3e édition de l'IHM, ou International Handcraft Fair Madagascar, mettra en avant le savoir-faire des artisans malagasy. Reportage de Fondé Lamiri. L'ITM, ou International Tourism Fair Madagascar, est le plus grand événement touristique de Madagascar et de l'océan Indien. Promouvoir Madagascar comme destination de tourisme durable et valoriser ses atouts touristiques et artisanaux, c'est l'objectif de ce salon. Le capital humain au cœur de la destination Madagascar est le thème retenu cette année. 25 000 visiteurs sont attendus. Cette foire permet aux opérateurs locaux et internationaux de présenter leurs produits touristiques et de promouvoir Madagascar sur la scène internationale. Au-delà des échanges commerciaux, l'événement vise également à encourager le tourisme durable. La 12e édition de l'ITM, qui se tiendra du 11 au 14 juin 2026, se déroulera en parallèle avec la 3e édition de l'IHM, qui mettra en avant l'artisanat malagasy. La route de Bekou-Paka, située dans la région du Ménabé, est encore en réhabilitation. Selon les statistiques, environ 100 véhicules transportant des touristes empruntent cette route chaque jour pendant la haute saison touristique. Une formation sur les techniques d'Ounou a été organisée à Tsimaf en collaboration avec les techniciens de l'église FJKM, ZFA Mbupou, ainsi que le ministère du Tourisme et de l'Artisanat et le ministère des Travaux publics. L'État Nour à Aronvaok, dirigé par le colonel Fané, va prendra en charge les travaux de réhabilitation en collaboration avec les autorités locales. Dans le reste des actualités locales, selon une déclaration publiée, l'utilisation des drones doit obligatoirement faire l'objet d'une autorisation préalable délivrée par l'ACM ou l'aviation civile de Madagascar. Cette obligation concerne tous les usages professionnels, commerciaux ou encore de loisirs. L'utilisation des drones est régie par la réglementation aéronautique malgache RAM 10 000 actuellement en vigueur selon les précisions apportées. Toute infraction à ces dispositions peut entraîner des sanctions administratives, civiles et pénales conformément à la législation en vigueur.
Dans la page sportive de ce soir, les équipes Jet Elite et Soccer Academy se sont qualifiées pour disputer la finale du tournoi de football des moins de 17 ans organisé par Viva Football U17. Elles ont toutes deux remporté leurs matchs respectifs au tir au but pour accéder à cette finale. Reportage de Jean-Claude Ndjemalal et Yves Janel. Les demi-finales du tournoi Viva Football U17 organisé par Viva sur le stade du CFFA aujourd'hui ont toutes été très disputées. Les équipes qualifiées ont chacune démontré leur savoir-faire et proposé un jeu de qualité qui a tenu les spectateurs en haleine. Lors de la première demi-finale, la Soccer Academy et la Go-Ahead Association se sont quittés sur un score de 1-1. Conformément au règlement, il n'y a pas eu de prolongation et les deux équipes sont directement passées à la séance de tir au but à l'issue du temps réglementaire. Soccer Academy s'est imposé par 4 tirs au but à 3 face à la Go-Ahead Association. Dans la seconde demi-finale, le Jet Elite et le Dignitas se sont également neutralisés sur le score de 1-1. Comme lors du premier match, la décision s'est faite au tir au but et Jet Elite a pris le dessus. Il s'est imposé 7 tirs au but à 6 face au Dignitas après que le joueur de Dignitas Incaz a manqué son penalty. La finale de ce tournoi Viva Football U17 opposera donc le Jet Elite à la Soccer Academy le samedi 25 avril selon le calendrier établi. Dans les actualités internationales, à présent, le bras de fer entre Donald Trump et le pape Léon XIV met en colère certains catholiques américains, électorat clé qui estiment que le président est allé trop loin dans ses critiques du souverain pontife. France 24. Donald Trump s'est fait une spécialité, provoquer des polémiques. Sa dernière cible pourrait pourtant lui coûter cher, l'Église catholique. Tout débute avec cette image générée par l'intelligence artificielle où Donald Trump s'illustre dans une image christique, un président américain accomplissant un miracle, une image blasphématoire pour de nombreux chrétiens à travers le monde. L'image sera ensuite supprimée, mais le mal est fait pour les catholiques américains. Je trouve que notre pape fait exactement ce qu'il doit faire. Parler des innocents, des gens humbles, de ceux dont il s'occupe. Et je pense que le président ferait bien de se poser un peu et de réfléchir à sa propre conscience. Franchement, je me demande vraiment à quel point Trump comprend le christianisme. Durant toute cette semaine, les passes d'armes entre Léon XIV et Donald Trump se sont succédés. Pris en étau, J.D. Vance, le vice-président américain, pourtant fervent catholique, a dû choisir son camp. De la même façon qu'il est important pour le vice-président des États-Unis de faire attention quand je parle de sujets de politique publique, je pense qu'il est très important pour le pape de faire attention quand il parle de sujets de théologie. La base électorale de Donald Trump, notamment les conservateurs religieux, va-t-elle lui faire payer ses prises de position ? Réponse en novembre prochain dans les urnes lors des élections de mi-mandat. Et justement, du 18 au 21 avril 2026, le pape Léon XIV se rend en Angola, attendu dans l'après-midi à Luanda. Le souverain pontife entame une visite très attendue dans l'ancienne colonie portugaise, marquée à la fois par une ferveur religieuse et des tensions sociales à l'approche d'échéances électorales. France 24. Sur les murs, les panneaux publicitaires ou sur des t-shirts, son visage est partout dans les rues de Luanda. Le pape est attendu avec impatience en Angola pour une visite qualifiée d'historique. Le souverain pontife doit notamment se rendre à Muxima, un village devenu lieu de pèlerinage pour son église du XVIe siècle. Le président João Lourenço a d'ailleurs fait le déplacement pour superviser les derniers préparatifs. L'Angola compte 40% de catholiques. 2 autres papes se sont déjà rendus ici, Jean-Paul II et Benoît XVI. C'est un privilège d'accueillir le pape ici en Angola pour la 3e fois. Il est plus que le bienvenu dans le pays. Nous allons l'accueillir chaleureusement. Nous sommes vraiment ravis de cette visite. Au-delà de la fête, cette visite papale met aussi en lumière les difficultés de l'Angola. Producteur de pétrole, l'ex-colonie portugaise compte toujours 1/3 de sa population vivant sous le seuil de pauvreté.
C'est important pour nous que le pape se sente à l'aise, accueilli chaleureusement et nous amène la joie qui vient de 24 ans de paix et de 51 ans d'indépendance. L'Église joue un rôle très important en militant pour la paix, la réconciliation ainsi que pour la liberté de conscience. De la période coloniale à la sanglante guerre civile achevée en 2002, l'Église catholique a toujours eu un rôle fédérateur dans la société angolaise, notamment à travers l'éducation et la santé, une hégémonie aujourd'hui remise en cause par la concurrence des mouvements évangéliques. Et puisque le président américain suscite toujours de la polémique, la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, doit faire face aux retombées d'une réprimande publique formulée cette semaine par Donald Trump au sujet du pape, de l'Iran et d'un accord de défense avec Israël. Une rupture qui s'est amorcée dès le début de la guerre contre l'Iran, qui pourrait servir les intérêts politiques de la chef de Fratelli d'Italie à l'approche des élections législatives de 2027. France 24. Le divorce semble désormais acté entre Giorgia Meloni et Donald Trump. Pourtant, jusqu'ici, les deux dirigeants affichaient une entente parfaite. En janvier 2025, Giorgia Meloni est la seule chef d'État européenne invitée à son investiture. Quelques jours avant, Donald Trump l'accueille dans sa propriété de Mar-a-Lago, demandant une ovation à ses invités pour celle qu'il qualifie alors de grande dirigeante. Changement de ton brutal en début de semaine. « Je pensais qu'elle avait du courage, mais je me suis trompé », déclare-t-il à un quotidien italien et réitère à la télévision américaine. Avons-nous toujours les mêmes relations avec l'Italie et Giorgia Meloni ? Non, elle a été négative. C'est pareil avec tous ceux qui ont refusé de nous aider en Iran. Nous n'entretenons plus les mêmes relations. La veille, la présidente du Conseil avait déjà pris ses distances avec Donald Trump suite à sa charge contre Léon XIV, critiquer le pape, une ligne rouge à ne pas franchir. Ces déclarations dirigées contre le souverain pontife sont inacceptables. Je ne suis pas d'accord, donc je le dis. Un divorce salué comme une bonne nouvelle par de nombreux Italiens qui attendaient la rupture depuis un moment. Elle a bien fait. On peut se demander pourquoi elle ne l'a pas fait avant. Elle a cherché un appui en lui en pensant de manière imprudente qu'on pouvait faire confiance à Trump. Une rupture avec cet allié devenu de plus en plus gênant qui pourrait bien profiter à la présidente du Conseil italien, pressée depuis de nombreuses semaines par une opinion publique farouchement opposée à la guerre. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité. Très bonne suite de programme. Restez avec nous. Au revoir.